ce soir, on est réunis avec M. Guillaume Golphin, docteur en droit, en philosophie, mais ça touche, je ne sais pas pourquoi, mais le premier livre que vous avez écrit sous la souveraineté soulevait des questions juridiques. C'est vrai. Et c'est un peu la suite. Le titre du livre, Babylone ou l'effacement de César, et c'est une réflexion sur la mondialisation et l'idéologie politique. La mondialisation est un fait, le mondialisme est une idéologie, et il est bon de continuer nos réflexions qui ont parsemé cette année, et on continuera l'année prochaine sur le même thème. Je vous laisse la parole tout de suite. Alors éventuellement, regardez sur Radio Courtoisie, jeudi dernier, on était ensemble pour parler de votre livre et du précédent. À vous. Merci frère, merci de votre invitation et merci à tous ceux qui sont venus pour m'écouter, qui sont présents ici. Le titre de la conférence, on s'était mis d'accord avec frère Thierry, pour le titre suivant, donc la mondialisation contre l'homme. Il va donc s'agir d'analyser les effets de ce qu'on nomme mondialisation sur l'homme, compris de manière générale comme être humain, dans sa généralité. Alors il est rare de nos jours, et depuis quelque temps déjà, que la mondialisation ne soit présentée de manière négative. On souligne abondamment depuis déjà longtemps ses caractères déstructurants, voire dévastateurs pour l'économie des pays, l'économie interne des pays, qu'elle vient perturber fortement. On souligne un peu plus récemment dans le discours, en tout cas disons, médiatique, les effets aussi en termes de migration-migration, qui bien entendu tout à fait d'actualité. Et il y aurait bien entendu d'autres aspects qu'on pourrait souligner, le caractère de soumission politique des États à un ordre qui les dépasse, et d'autres choses encore. Alors certes, il reste encore de nos jours des chantres de la mondialisation heureuse. Mais enfin, ils se font quand même assez rares, et surtout, ils se font discrets. Jacques Attali ne s'est jamais vraiment remis de l'humiliation que lui a fait subir Éric Zemmour un jour à la télévision. Et de manière assez emblématique, voilà, ça a peut-être marqué aussi un certain repli dans le discours des fervents défenseurs de la mondialisation. Ça ne les empêche pas, bien sûr, d'être actifs et d'être toujours puissants, puisque force est de constater que le mouvement d'intégration, à la fois économique, juridique, au sein du système mondial, l'intégration des pays, des États, ce mouvement ne s'est pas encore arrêté et encore moins inversé. Mais il devient, je crois, il me semble, difficile de le défendre ouvertement dans le discours médiatique, en tout cas devant un grand public. Alors pour ma part, je ne dérogerai pas à cette perspective d'une présentation plutôt négative de la mondialisation. De ce point de vue-là, mon exposé sera tout sauf original. Ce n'est pas le point qui tranchera parmi plusieurs possibles. Il est impossible, je crois, en effet, de nier que l'état de crise profonde que traverse notre époque au niveau mondial, et de façon toute particulière, sans doute en Occident, il est impossible de nier que l'organisation générale des choses au niveau mondial nie sa responsabilité. Elle a bien sûr une part, et sans doute la part première, dans cet état de crise. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que les effets de la mondialisation soient à tout point du globe équivalents, que certains pays ou certaines civilisations n'y résistent pas mieux que d'autres, mais de manière générale, il y a quand même un état de crise. Et à tout le moins en Occident, et en plus forte raison encore en Europe sans doute, c'est particulièrement senti.
Alors là où mon propos se démarquera peut-être d'autres approches, c'est que je vais aborder la question du point de vue politique. Je n'aborderai pas les aspects techniques d'ordre économique ou juridique de la mondialisation. Du reste, ça dépasserait assez rapidement mes compétences. Et puis ça supposerait des développements qui seraient trop longs. Mais je vais me concentrer sur l'aspect politique, en entendant par là l'organisation et le gouvernement des sociétés, en tant qu'elles forment une communauté. Alors, ma thèse est simple à formuler. Au-delà de ces aspects techniques, la mondialisation est une tentative pour sortir du paradigme politique. Elle consiste dans un essai, je dis un essai parce que c'est un processus qui n'est pas abouti, mais elle consiste dans un essai pour passer à un autre type d'organisation de la vie en société. Et c'est de ce point de vue, je crois qu'il faut la questionner, car si elle devait réussir, alors elle marquerait effectivement une rupture dans la civilisation, et de façon très claire en tout cas par rapport à notre civilisation occidentale, qui a depuis longtemps affirmé que l'organisation optimale de la vie commune, c'est précisément l'ordre politique. Si cet ordre est remis en question, on passe en effet à autre chose. Bien, alors pour essayer d'exposer ça, je vais commencer par rappeler les principes de la mondialisation, dans leurs grandes lignes, et montrer en quoi il s'oppose, il rentre en contradiction avec l'ordre politique. Bon, ce qui devra se faire en deux temps. On verra que la mondialisation se confronte de manière immédiate et directe à une certaine conception politique, qui est la conception donc fondée autour de l'ordre étatique. Au-delà, j'essaierai de montrer qu'elle remet en question le politique en tant que tel. Alors pour les principes de la mondialisation, on a, je crois très clairement, deux faces dans ce qu'on appelle mondialisation. Le terme de mondialisation met l'accent sur la dimension économique. C'est très clairement le premier aspect. On va parler de mondialisation depuis à peu près les années 60 pour désigner l'intégration toujours plus grande des marchés financiers, des activités bancaires et au-delà des marchés économiques, voilà, des systèmes économiques qui étaient, disons, organisés en fonction des pays, en fonction des États, éventuellement avec une organisation déjà un petit peu régionale, mais qui n'avait pas forcément une organisation mondiale. Bien, cet aspect de la mondialisation, je crois, se situe très clairement dans la continuité de la doctrine du libre-échange et du libéralisme. C'est la formation d'un marché mondial, par conséquent d'une généralisation du libre-échange. Mais aussitôt, il faut bien sûr souligner une différence. Le libre-échange classique, celui voilà, qui est formulé à partir du XVIIe, XVIIIe siècle et qui va se développer dans les siècles qui suivent, jusqu'au moins au milieu du XXe siècle, pardon. Ce libre-échangisme, si on peut ainsi dire, était pensé en fonction des États. C'était, autrement dit, pensé dans le cadre de ce qu'on peut appeler un capitalisme national. Alors, il y aurait sans doute des bémols à mettre, des nuances. Il y avait déjà des embryons de systèmes international, voilà, des multinationales qui pouvaient commencer. Enfin, pour l'essentiel, ça restait quand même, jusqu'à grosso modo le milieu du XXe siècle, dans un pensée en fonction des États et dans un cadre, disons, national. D'où le fait que, historiquement, on peut parler, pour cette époque-là, jusqu'au moins dans les premières décennies du XXe siècle, on peut parler d'un certain internationalisme, par distinction avec le mondialisme. Autrement dit, le passage à un capitalisme mondial. Alors je ne sais pas si ça va parler si ça va vous parler à certains d'entre vous ou non, j'espère pour certains en tout cas, mais
spontanément me vient, quand je pense à ça, une image qui peut fonctionner ici comme métaphore. Et c'est une comparaison avec un type de discours qui n'a a priori rien à voir, qui est la science physique. En sciences physiques, vous savez qu'on est passé au XXe siècle avec des théories qui ont vraiment marqué un changement considérable dans cette science. Alors, je ne vais bien sûr pas exposer les théories physiques, c'est absolument pas la question, mais sur le plan de la représentation générale et de l'analyse physique, on est passé dans la physique de Newton, physique du 17e siècle, 18e siècle et encore 19e siècle, qui était centré sur ce qu'on appelle en physique le point matériel, c'est-à-dire l'idée d'un point force, d'un corps matériel, si vous voulez, qui était un centre de force. Et par conséquent, l'entité de base et l'entité centrale, c'était le corps en lui-même, qui après agissait. Et au XXe siècle, on est passé à, notamment avec les théories d'Einstein, à une organisation, une manière de se représenter l'action physique qui est centrée autour de ce qu'on appelle le champ. Voilà, les fameux champs de force, les champs électromagnétiques, et puis ça s'est généralisé ensuite. Et alors le champ, c'est une structure globale, si vous voulez. C'est une structure qui va comment dire, se présenter comme une sorte de réseau global d'organisation de l'espace dans lequel il va y avoir des forces qui vont agir. Les points matériels, c'est-à-dire qui représentent des corps physiques, n'étant que des sortes de rencontres de ces forces physiques qui peuvent éventuellement être des relais de ces forces, mais elles ne sont pas la source. Bien, ils sont pris dans une structure qui est globale. Alors que chez Newton, le point était le centre et le point d'émanation de la force, dans les théories du XXe siècle, en tout cas les théories de la relativité, les corps sont pris dans un système global dans lequel ils sont agencés, dans lequel ils viennent bien sûr jouer leur rôle, mais qui est en fait dicté largement par la structure d'ensemble. Alors analogiquement, on peut penser le passage de l'internationalisme à la mondialisation. Je ne parle pas de mondialisme parce qu'en effet, mondialisme c'est plutôt, on entend par là plutôt l'idéologie, donc là c'est plutôt, je parle de l'organisation. On peut la penser sur ce modèle, si vous voulez. L'internationalisme, c'était les États qui étaient le centre de force, qui était le point de départ du libre-échange, de l'économie, et qui était libre-échange économique qui était pensé en fonction de ces États. Et à partir du moment où on va passer à la mondialisation, on a laissé, si vous voulez, l'idée de faire une sorte de structure globale à l'intérieur de laquelle les États sont comme un peu des pions dans ce système global, dont ils peuvent éventuellement être un relais, qui peuvent peut-être en partie infléchir, bien sûr, parce qu'ils ont quand même leur rôle à jouer, mais qu'ils n'initient pas, et dont ils ne sont pas à l'origine. Ça, je crois, c'est une manière imagée de se représenter le système, disons, de la mondialisation. En tout cas, une représentation idéale. Je ne dis pas que c'est exactement le cas. Forcément, concrètement, il y aurait des nuances à apporter très certainement. C'est sans doute plus complexe, moins, disons, achevé que ce qu'un schéma idéal peut présenter, mais la tendance, c'est celle-ci. Bien, et donc ça passe, ça va supposer comme structure, justement, pour porter ce dynamisme économique, bien entendu une structure, un réseau des marchés, mais ça va aussi s'appuyer sur une structure juridique. Ça, c'est le second volet de la mondialisation, ce qu'on appelle souvent le supramondialisme, ou ce que j'appelle moi plutôt, je pense plus correct, j'appelle le supra-étatisme. Alors, de quoi s'agit-il? Bien, avec ça, il s'agit de l'ensemble des structures de type juridique, parfois c'est juridique judiciaire, dimension juridique politique ou juridique et économique. Bon, le juridique économique, c'est l'Organisation mondiale du commerce, le judiciaire, c'est les différentes cours de justice internationales ou européennes pour l'Europe, ça peut bien sûr être régional, c'est pas forcément toujours au niveau mondial, mais la logique, disons, elle est la même. Sur le plan politique, c'est bien entendu d'abord et avant tout l'ONU.
Ça peut éventuellement aussi être des structures militaires, du type de l'OTAN, notamment, c'est la principale. Donc ce type de structure s'appuie sur quand même un droit, notamment. Et un droit qui est justement un droit qu'on peut dire international, mais c'est là aussi plus que le droit international, en fait c'est un peu la même logique. Le droit international, il reposait sur des accords entre États et des traités étatiques, qui étaient toujours pensés comme des traités d'État à État. Donc une sorte de partenariat à deux termes. Dans le système de la mondialisation, les structures juridiques supranationales ou supraétatiques, elles sont donc plus globales là aussi. Alors certes, les États ils sont rentrés par le biais de traités et par le biais d'accords qu'ils ont passés et de traités, très clairement. Mais une fois qu'ils y sont entrés, ils sont pris dans une logique qui dépasse en effet les États et qui a une dimension de pouvoir effective qui s'impose aux États. Donc là, on retrouve un petit peu le schéma que j'ai donné, la sorte de métaphore, hein, où l'État devient une sorte de nœud, de nexus au sein d'un réseau qui le dépasse. Et on voit bien, si on prend l'exemple de l'Union européenne, l'exemple des Anglais qui sont bien en peine d'arriver à en sortir. Alors les responsabilités sont partagées entre les Anglais eux-mêmes et l'Europe. Bien entendu, ça on pourra discuter, mais enfin, le fait est qu'ils ont bien du mal à en sortir, parce que justement, ce réseau, il a sa force, il a sa cohérence, il a sa cohésion, et il est quand même puissant. Bien. Alors, voilà, ces structures supraétatiques, elles ont bien entendu comme caractéristique première d'être des structures permanentes. Qui bien sûr dépendent des États au niveau de leur création, quand elles ont été fondées, mais qui après conservent et ont une autonomie de fonctionnement. Bien, alors, c'est bien entendu ceci l'aboutissement d'un certain processus qu'on peut retracer assez facilement, de manière un peu sommaire, qui prend sa source dans les conférences de La Haye à la fin du XIXe siècle, où le tsar entend réunir à La Haye les principales puissances pour éviter la course à l'armement, dans le contexte de l'époque, et pour éviter la catastrophe que l'on pressent, donc qui va finir par aboutir en 1914. Et là, le tsar se met d'accord avec la papauté notamment, et puis des États la plupart des États européens vont y participer, en tout cas les grands États européens de l'époque. Ils vont se mettre autour d'une table, discuter. Bon, ça va échouer, c'est-à-dire que les États vont justement revendiquer leur souveraineté et refuser justement de rentrer dans une logique d'organisation de leur rapport et de régulation, à ce moment-là encore plutôt internationale, mais c'est un peu l'embryon de la mondialisation. Bon, par conséquent, ça échoue. Après la Première Guerre mondiale, donc ça, bien entendu, c'est impuissant à empêcher donc, le conflit mondial. Après la Première Guerre mondiale, c'est davantage connu, on crée bien sûr la Société des Nations, laquelle n'est pas dotée de pouvoir de coercition, et bien sûr va être impuissante à prévenir et à contrer les périls voilà, qui apparaissent notamment avec le nazisme d'un côté et le militarisme japonais de l'autre. Et bien sûr à prévenir le second conflit mondial. Du coup, on va repenser ceci, le renforcer avec l'ONU. Bien, donc ça c'est factuel, voilà, c'est des choses factuelles, et la logique juridique qui sous-tend ces différentes constructions, bon, je parlais de l'ONU, bien sûr, il y en aurait d'autres, je les évoquais rapidement, je ne reprends pas le détail, mais la logique juridique qui sous-tend ces constructions, c'est une logique purement positive, voire positiviste du droit. C'est-à-dire qu'on se place dans le cadre de ce qu'on appelle dans l'histoire du droit, je ne suis pas docteur en droit, mais j'ai en effet quelques petites connaissances, ce qu'on appelle le droit des modernes, c'est-à-dire qu'il y a un droit purement conventionnel et pensé de manière utilitaire. Ce n'est pas pensé en vue d'un bien moral, mais c'est pensé du point de vue utilitaire à l'image de la construction politique, des théories du contrat social, où, si vous
voyez un petit peu donc, les théories de Hobbes, de Locke, de Rousseau encore, d'autres également, de Spinoza, d'autres, qui vont penser l'intégration dans un État sur le mode d'un contrat entre les personnes, un contrat qui profiterait à chacun, et on est sur une logique utilitaire. Le droit des modernes, il va fonctionner sur cette logique-là. Et c'est également celle qu'on va appliquer dans ce cadre du droit disons, international revu et du droit, disons, supra-étatique, mondial, si le terme n'est pas forcément trop employé, mais enfin, on pourrait peut-être l'employer. Alors, un auteur qui a été largement oublié aujourd'hui, mais qui est assez intéressant de ce point de vue-là, qui met assez bien ça en évidence, cette logique, c'est un Anglais, un anglo-américain, exactement, qui était assez aussi concerné par l'Amérique, et je crois qu'il avait plus ou moins la double nationalité, il me semble. En tout cas, aussi impliqué dans la politique américaine. C'est un certain Sir Norman Angell. Je pense que personne ne le connaît parmi vous, j'imagine, si peut-être. Marx. Comment? Il a inspiré Marx. Angel, non, c'est postérieur, non. Sir Norman Angell, il a publié un ouvrage c'est pas Engels, non, c'est Angel, A-N-G-E-2-L, Sir Norman Angell, qui a écrit un ouvrage, aujourd'hui largement oublié, bien sûr, mais qui s'appelait donc La Grande Illusion, je traduis en français, qui se voulait une étude de la relation du pouvoir militaire dans les nations à leur avantage, je traduis littéralement le titre, à leur avantage économique et social. Derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Norman Angell va s'efforcer de... Il écrit cet ouvrage, pardon, j'ai oublié de le préciser, en 1911, enfin, il le publie en 1911. Et très clairement, c'est aussi dans l'idée de prévenir le conflit mondial, bon, qui se dessine, on le pressent quand même assez clairement à l'époque. Et il s'efforce de démontrer et de persuader par conséquent ses contemporains que faire la guerre dans le contexte moderne est une hérésie, c'est en fait improductif par rapport au système économique. Et que justement, il faut renoncer à une attitude, disons, guerrière, et par conséquent renoncer à une course aux armements, parce que non seulement on n'y gagnera pas, même le pays qui par hypothèse serait vainqueur, mais on y perdra. Pourquoi est-ce qu'on y perdra? Parce que l'économie justement de l'époque est déjà tellement intégrée que si je dévaste un pays ennemi, en fait, je vais déséquilibrer le système économique, je résume vraiment la thèse dans ces grands traits, et en fait, je vais comment dire, mettre en péril potentiellement, et en tout cas fortement perturber mon propre système économique. Donc en fait, je vais provoquer, sinon ma ruine entière, en tout cas voilà, des désordres économiques, disons, et par conséquent des désordres sociaux dans mon propre pays, par hypothèse qui serait le pays vainqueur. Bien entendu, sans parler du pays vécu, bon, par conséquent, la guerre, non seulement, bien sûr, elle est un malheur pour le pays vaincu, elle peut être un malheur pour le pays qui fait la guerre, parce que, bien sûr, il va y avoir des morts, il va y avoir des destructions sans doute aussi, donc ça, c'est aussi problématique. Mais même au-delà de ça, elle est un problème, parce qu'en fait, elle ne correspond plus au système économique en place. Alors là, on est dans une logique qui est déjà, en effet, la logique de la mondialisation, où on a un système, enfin, voilà, un système fondé, en effet, sur l'économie qui va dicter, disons, certaines logiques politiques, et ça va même très loin chez Norman Angell, puisqu'il affirme que l'idée de continuer, enfin, de rester sur l'idée que la guerre peut être quelque chose de profitable, quelque chose qui peut qui peut présenter un intérêt sur le plan politique pour les États. Ceci, c'est de l'ordre d'une illusion, d'où son titre, la grande illusion. Et c'est une illusion qui est partagée par sans doute certaines élites, en tout cas politiques, mais aussi et surtout par les peuples. Par les peuples, parce que... Pourquoi les peuples? Parce que les peuples, justement, ils ne sont pas au courant. En tout cas, ils n'ont pas une information pleine et entière sur les changements économiques qui ont eu lieu. Et sur la structure économique qui s'est faite au jour. Et ils en restent, si vous voulez, à un stade historique antérieur.
Parce que derrière ça, bien sûr, il y a une pensée du progrès. Voilà, que l'intégration justement économique, l'intégration dans un système qui est embryonnaire encore, mais qui va être déjà un système mondial, c'est bien entendu dans un progrès. Les peuples ne sont pas au fait de ces progrès-là, parce que voilà, ça suppose des connaissances, c'est quelque chose d'assez réservé, de zéro élite. Et par conséquent, les peuples, ils en restent à une idée de la guerre fondée sur les idées d'honneur, sur les idées de revanche, sur les idées qui ne raisonnent pas en fonction du système économique. Et je m'arrêterai sur Engel sur ce point-là, c'est là où c'est aussi, je crois, intéressant, c'est que la conséquence, c'est qu'il va falloir, en sorte, il ne le dit pas ainsi, mais il va falloir éduquer les peuples, il va falloir leur faire... C'est un problème en fait d'illusion psychologique collective. C'est un peu les termes qu'utilise Engel. Et donc il va falloir déprendre les peuples de cette illusion. Et ainsi, en fait, leur faire accepter le système économique qui est déjà en place et qui, bien entendu, va se renforcer, parce que Engel comprend bien que c'est un processus et que le stade d'intégration en 1911 est encore très largement imparfait et va, bien entendu, progresser. Et donc il faudra, voilà, progressivement faire un travail, bon, traduisons ça en termes simples, un travail d'idéologie ou de propagande, disons, on pourrait dire ça ainsi, pour que les peuples acceptent la réalité. Mais la réalité, c'est la réalité d'un système économique qui est bien sûr pensé en fonction de certains acteurs économiques qui y trouvent leur intérêt, et ainsi de suite. Bon. Donc là, on a une certaine logique, alors qui est politique, et qui va avoir en effet comme relais les structures supranationales. Bon. Et Engel, sur lui, dernier point, c'est quelqu'un qui à l'époque est quand même connu, il va avoir le prix Nobel de la paix en 1934, c'est quand même pas complètement, c'est pas rien. J'ai oublié de dire qu'à la base c'est un économiste, bien sûr, j'ai oublié de dire ça. Il a le prix Nobel de la paix en 1934, et dans ces années-là, 34, 35, 36, il milite dans des cercles qui sont plutôt des cercles de gauche, qui sont des cercles pacifistes. Et qui sont, bon, c'est dans sa logique, bien sûr, par rapport à ce qu'il a mis avant. Donc il est à la fois libéral, parce qu'il prône en effet l'intégration d'un système de libre-échange, justement, on est en plein dans la pensée libérale. Et très clairement, dans les années 30, il va se retrouver avec des personnes comme Romain Rolland, comme le physicien Langevin. C'est pas du tout par rapport à la physique ou à la littérature, mais c'est parce que ces gens-là ont créé des associations qui militent justement pour le désarmement, voilà, et qui s'efforcent de parer, dans leur action possible, bien sûr, parer la montée dans la guerre. Et toujours avec cette idée que, voilà, c'est dû fondamentalement à des erreurs de type en fait psychologique. Il faut arriver à faire penser droit, on pourrait dire, les dirigeants et leur peuple. Bien. Du coup, on va rentrer, je termine sur Engel ici, je le prends juste comme exemple, je crois, d'un état d'esprit qui est assez, je crois, représentatif de la logique qui est encore celle de la mondialisation aujourd'hui. Très bien. Alors à partir de là, on va avoir, à partir donc, de cette intégration économique d'une part, et bien sûr financière, de ce système des instances supra-étatiques fondées sur un droit positif, lequel bien entendu est conventionnel, par conséquent réformable en quelque sorte de la volonté, puisqu'il n'y a pas de paradigme objectif, c'est une pure convention. Donc on voit bien aujourd'hui, l'ONU, c'est parti plutôt dans les années 40-50 sur des conceptions morales, disons, relativement classiques. Bon, et aujourd'hui, voilà, on est dans une subversion morale qui est quand même très profonde au niveau des instances onusiennes, par rapport à tout le lobby, par exemple, des mouvements homosexuels, ou tout ce qu'on appelle le droit à la santé reproductive, ou choses de ce genre, qui sont là pour promouvoir tout ce qui est avortement et choses de ce genre. Donc là, on est dans une logique très clairement de subversion que permet bien sûr le droit positif. Puisque le droit positif, il repose sur la convention. Et si on se met d'accord sur d'autres normes, on change de loi, c'est toujours possible. Bien, pour terminer cette évocation, avant d'en tirer des conséquences sur le plan proprement politique, il faut évoquer, pour finir quand même, sur un point assez précis, le tournant en quoi consiste les lendemains de la Seconde Guerre mondiale.
dans la création de l'ONU. Avec la création de l'ONU, la fameuse déclaration des droits de l'homme, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est une déclaration universelle des droits de l'homme et des droits de l'homme seulement, et non pas comme celle de 89 en France, des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que là, le côté justement politique, le citoyen, qui est présent dans l'intitulé de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, n'est plus repris en 1948. Et donc on s'efforce de penser un homme universel. Et l'un des thèmes phares de la déclaration, et de tout ce qui va l'entourer, c'est de donner à la personne humaine, thème qui est très largement mis en avant, un statut juridique international qui sera un statut de protection contre le pouvoir des États. Alors pourquoi je fais allusion à ça? Parce que ça va nous faire la transition avec justement la dimension politique. Puisque derrière ça, il y a quoi comme idée? L'idée, c'est que le pouvoir étatique, en tant que tel, est dangereux, est potentiellement dangereux. C'est-à-dire que l'État est en puissance, est toujours en puissance, un État totalitaire. Bien sûr, on sort du totalitarisme nazi, japonais aussi, mais c'est vrai que c'est un peu moins au centre des discussions peut-être. En tout cas, ce que monsieur a mis au centre très clairement, c'est le nazisme. Bon, bien entendu, on ne peut pas mettre en cause à cette époque-là le totalitarisme communiste, et pour cause, bien sûr, l'Union soviétique et au fait de sa puissance et de sa gloire. Donc là, c'est pas possible en cause. Mais du coup, bon, on se concentre sur le nazisme. Mais ça va bien sûr beaucoup plus loin, la Déclaration des droits de l'homme, puisque c'est vraiment une protection des personnes, statut international, contre le pouvoir des États en tant que tel. Comme si tous pouvaient potentiellement dériver vers une forme de totalitarisme, qui serait peut-être pas le nazisme, mais une autre forme, mais un totalitarisme quand même. Bref, en tout cas, l'État est conçu comme potentiellement dangereux et il faut par conséquent protéger les individus constamment. Bon, et là, on est vraiment dans la logique aussi d'un droit international pour les personnes et d'un embryon, on pourrait dire, d'intégration supra-étatique des personnes humaines en tant que telles. Alors ceci, il faut quand même remarquer que ça radicalise aussi, ou ça reformule, enfin ça exprime sur manière nouvelle, réitérée, ce qu'est un vieux thème du libéralisme depuis le XVIIIe siècle, le XVIIe, XVIIIe siècle, depuis au moins John Locke, fin du XVIIe siècle. Le libéralisme qui n'a de cesse de considérer l'État comme Léviathan, comme le disait Hobbes, c'est-à-dire une puissance précisément toute puissante, et contre laquelle il faut impérativement poser des digues. Et alors, dans le contexte du XVIIe, XVIIIe siècle, ces digues sont des digues qui sont internes à l'État. C'est déjà le thème du droit de l'homme, enfin, ce qui sera renommé au XVIIIe siècle à la révolution des droits de l'homme et du citoyen à ce moment-là, mais c'est quand même les droits de l'homme aussi, et qui sont vraiment la reprise des théories de Locke, c'est un mélange de Locke, de Rousseau, il y a une synthèse de plusieurs penseurs, voire de Spinoza, on peut aussi trouver Spinoza derrière, mais enfin bon, c'est vraiment les pensées du contrat qui vont penser un droit individuel qui serait inné en l'homme, et qu'on va opposer au pouvoir de l'État. L'État devant respecter voilà, les droits naturels des individus. L'autre versant, mais qui est complémentaire, c'est bien sûr toute la théorie de la Constitution, au sens moderne du terme, c'est-à-dire de la définition des prérogatives de l'État, une sorte de loi fondamentale, mais qui sont elles-mêmes de droits positifs, modernes, qui sont par conséquent contractuels, qui sont conventionnels, et qui s'efforcent de définir voilà, les pouvoirs publics et l'exercice de ces pouvoirs. Bon, avec 1948 et la Déclaration universelle des droits de l'homme et la création de l'ONU, on passe cette logique plutôt on pourrait dire d'endiguement du pouvoir de l'État, elle passe sur un plan, disons, international. Justement, on va chercher à l'extérieur de l'État, dans les structures supra-étatiques, supranationales, dans ce statut international de la personne humaine,
là aussi une sorte de limite au pouvoir de l'État qu'on conçoit comme naturellement envahissant. C'est pourquoi, là, on rentre en effet de manière beaucoup plus frontale que ne l'avaient fait les libéraux antérieurs, au XVIIIe, XIXe siècle. On rentre dans une logique d'opposition à la souveraineté. Et au-delà, on rentre dans une logique d'opposition aux politiques. Alors cette opposition aux politiques, je crois qu'en effet, il faut la décliner en deux temps. Parce que la mondialisation ne peut pas se comprendre si on ne comprend pas qu'elle s'oppose de manière directe, immédiate, au paradigme qui historiquement la précède, qui est le paradigme étatique, qui est précisément ce qui est pensé à l'époque moderne en fonction de la souveraineté. Alors du coup, j'en viens au deuxième grand temps, la mise en question du politique, et premier temps dans cette deuxième partie, la remise en question du paradigme étatique moderne. Bien, alors l'État moderne, bon, la notion d'État, la terminologie, le terme, c'est un terme qui vient du Moyen-Âge, hein, qui est progressivement montant en puissance au cours du Moyen-Âge, qui va prendre tout son essor, tout son développement à l'époque moderne, et qui va, à ce moment-là, être fondé sur la notion de souveraineté, redéfinie à partir du XVIe siècle, et qui va vraiment être au fondement de l'État, voire se confondre avec l'État. Ça, c'est chez les juristes français au début du XVIe siècle. L'État, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est l'État. Alors ça, c'est une théorie qui, historiquement, rompt avec la tradition antérieure. Alors, je ne vais pas pouvoir développer dans tous les détails, mais pour aller à l'essentiel, donc les théories antérieures, c'est celles qui venaient des Grecs et qui sont reprises par les médiévaux, et qui sur un plan politique fondent l'ordre politique sur le bien commun. En tout cas, c'est bon, la grande tradition aristotélicienne, qui est quand même une tradition, disons, dominante à l'Antiquité. Bon, Platon, bien sûr, extrêmement important. Bon, chez les médiévaux, si on allait en détail, bien sûr, on pourrait nuancer, mais disons quand même, pour l'essentiel, c'est quand même une tradition qui est vraiment importante. L'idée ici, c'est bien sûr que le pouvoir politique, il est au service de la société et au service des membres de la société, et au service du bien de la communauté en tant que tel. Par conséquent, on pense sur le politique sur le mode de la finalité. Ce qui va définir le politique, c'est la fin de son exercice, la fin de l'exercice du pouvoir. Avec la théorie de la souveraineté moderne, on va changer de manière considérable la perspective, puisqu'on va faire de la souveraineté elle-même, c'est-à-dire la souveraineté telle que la conçoivent les modernes, c'est quoi? C'est une compétence politique, on va dire, exclusive, à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire c'est l'idée que l'État, le pouvoir politique, assez rapidement l'État, détient l'exclusivité de la norme, l'exclusivité du pouvoir proprement public. Donc, je ne dis pas politique exprès, mais disons des pouvoirs publics, qui vont être concentrés entre les mains de l'État. Et bien entendu, la souveraineté, ça c'est l'aspect qui est le plus connu et le plus souvent souligné, c'est bien entendu l'indépendance par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire c'est l'idée que justement l'État a une compétence exclusive, c'est-à-dire qu'il est au sommet de la hiérarchie, disons, sociale, et il n'a personne au-dessus qui puisse lui dicter sa politique, qui puisse lui dicter ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et donc il a une compétence exclusive,
il est ainsi soustrait à toute influence étrangère, bien sûr politique, mais aussi d'ordre spirituel. Dans le contexte, c'est bien sûr l'époque historique où les États vont s'émanciper par rapport à l'autorité pontificale, dans le contexte européen. Bon, ce paradigme, disons, souverainiste, il se met vraiment en place à l'occasion d'une crise profonde. Il se met d'abord en place en France, enfin, il est pensé vraiment premièrement en France, et il est mis en place à l'occasion de la crise que sont les guerres de religion dans la seconde moitié du XVIe siècle, donc qui oppose les catholiques et les protestants. Les protestants qui sont minoritaires, mais qui sont très puissants, puisqu'ils sont majoritaires à l'OS, qui est à 2 pas de prendre le pouvoir. Bon, finalement, la royauté est un peu d'arrêt, et on sera déjà en guerre civile. Tant et si bien, bien sûr, ça va remanier les conceptions politiques, ça va faire une sorte de bouillonnement au-delà du caractère du conflit armé, du conflit physique. Il y a bien entendu tout un bouillonnement intellectuel qui se fait, et différents courants politiques, et l'un va, disons, l'emporter sur le plan des conceptions, et ce courant qui va l'emporter, c'est le courant dit des politiques, le parti dit des politiques. Le parti dit des politiques, il prône quoi? Il prône quelque chose de relativement simple, qui est de refaire l'unité du royaume sur une base strictement politique, en mettant de côté justement les différences religieuses. Et la base strictement politique, elle va être définie par l'obéissance au pouvoir en place. Précisément l'obéissance au souverain. Donc ça, c'est la redéfinition de la République, pas la République comme type de régime, mais la République comme si vous voulez, l'ordre politique, par le juriste Jean Baudin, sur la base de la souveraineté. Donc la République, c'est l'union de plusieurs foyers avec puissance souveraine. Et donc là, on tombe sur l'idée que voilà, l'État, justement, il est une puissance souveraine, c'est-à-dire qu'il est parfaitement indépendant dans ses décisions et dans l'exercice de son pouvoir. Alors chez Baudin, il y a encore voilà, l'idée qu'il y a une soumission volontaire du monarque, parce que Baudin est quand même monarchiste, même s'il pense aussi la République au sein d'une démocratie, mais enfin, sa préférence c'est la monarchie, très clairement, il parle surtout de la monarchie, mais il soumet par conséquent le monarque disons, aux lois naturelles, aux lois divines, bon. Mais c'est plus une soumission morale que vraiment, disons, structurelle. Et progressivement, assez rapidement, on va pouvoir s'émanciper en fait de leur morale. Bon, celui qui franchit très clairement le cap, et qui, à ma connaissance, est le premier philosophe, pas le premier juriste, mais le premier philosophe à vraiment reprendre la souveraineté, c'est Hobbes. Donc, Hobbes publie son maître œuvre, le Léviathan, je crois que c'est en 1650 ou 51, milieu du XVIIe siècle, et très clairement, le Léviathan, c'est effectivement ce corps artificiel, une sorte de géant, un corps artificiel, qui est la somme de tous les pouvoirs individuels qui le constituent, et dans l'âme et la souveraineté. Préface du Léviathan de Hobbes. Et alors chez Hobbes, le pouvoir, il est complètement amoral, c'est-à-dire que le pouvoir de l'État, il est la résultante de tous les pouvoirs individuels qui s'additionnent, et le pouvoir individuel, il est défini comme absolu. C'est-à-dire que l'individu, en état de nature chez Hobbes, il a le droit de faire tout ce qu'il estime lui être utile pour la préservation de son existence, sans considération de juste ni d'injuste. Et ça va bien sûr être transposé au niveau de l'État. Bon, alors concrètement, historiquement, bien sûr, c'est, comment dire, pendant assez longtemps encore, les monarchies traditionnelles vont, disons, respecter un ordre moral traditionnel. Justement, après, avec la crise révolutionnaire, notamment française, très clairement, on arrive à un État qui, en fait, définit le bien et le mal. Et si on prend la déclaration des droits de l'homme, voilà, la liberté s'arrête, enfin, c'est la loi qui définit où s'arrête la liberté de chacun, et précisément, c'est la loi qui définit, c'est-à-dire c'est l'État qui définit, en gros, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Donc c'est l'État qui définit le juste et l'injuste. On est encore là aujourd'hui. Faire les propos tout récents du président du Sénat, M. Larcher, qui disait qu'il n'y a pas de loi supérieure à la loi de la République. La loi de la République est définie, elle est absolue, elle définit très clairement le bien et le mal.
quoi M. Larcher a tort, puisqu'il y a les lois européennes qui priment. Ça, c'est un autre problème. Mais sur le plan moral, voilà, la loi positive, elle vaut, elle n'a pas de loi qui lui serait supérieure. Bon. Alors, très clairement, ça, c'est ceci que remet en question la mondialisation. Enfin, ceci. Pas tout. Ça ne remet pas en question le côté amoral de la loi. Justement, ça va continuer ceci, puisque ça continue sur, je l'ai dit, sur un droit qui est un droit positif, et purement positif. Par contre, ça remet en question en effet le pouvoir étatique. C'est-à-dire que, bon, ça on peut le dire assez clairement, assez rapidement je crois, ce pouvoir étatique, bah, l'état classique, il est défini par la souveraineté, ça je l'ai dit, par conséquent, pouvoir législatif exclusif. Bon, ça c'est précisément ce que remet en question, ce que bat en brèche très clairement la mondialisation, en tant qu'elle est fondée sur une juridiction, disons, mondiale, ou en tout cas supra-étatique. Donc là, l'État est, comment dire, supprime sa compétence exclusive en matière législative. Par conséquent, en matière de décision politique. Donc la souveraineté, très clairement, elle est battue en brèche. Ça, c'était le but, l'objectif des constructions supranationales, très clairement avoué, ça a été très clairement dit dans les années, à la fin des années 40, début des années 50, ça a été très clairement discuté à l'époque. Hein. Il s'agissait vraiment de battre en brèche la souveraineté. Quelqu'un comme Jean Monnet dit parfaitement, noir sur blanc. Bon, l'enseignement qui, j'ai appris ça récemment, ne sont pas de lui. Enfin, bon, c'est en tout cas un terme, enfin, une parole qu'officiellement il a pu, disons, assumer, même si c'est pas c'est lui qui l'a rédigé dans le texte. Très clairement, la Constitution européenne, en l'occurrence il s'agissait de ça, était là pour aller contre la souveraineté. Donc ça, c'est parfaitement clair. Par ailleurs, l'État, il se définit aussi, l'État moderne, par une emprise territoriale, donc qui est définie par un territoire. Voilà, la compétence exclusive, elle est exclusive dans la limite des frontières. Elle devient nulle, elle s'annule aussitôt dès la frontière franchie, à quelques exceptions près, le statut d'extraterritorialité de certaines enclaves. Bon, mais ça c'est une exception, c'est secondaire, disons. Mais de façon générale, passer la frontière, l'État n'a plus de compétences. Bon, la mondialisation, elle défait en effet cette, disons, ce caractère de l'État défini géographiquement, d'un État qui structure l'espace, puisqu'elle va, sinon supprimer, en tout cas largement affaiblir les frontières. Bon, nous savons bien, c'est très clairement le cas bien sûr en Europe. C'est un peu moins le cas au niveau mondial, mais malgré tout quand même, le statut de libre circulation des biens et des personnes, bien entendu, affaiblit la dimension des frontières. Bon, on pourrait trouver sans doute d'autres critères. Très clairement, ce qui est visé à l'effet par la mondialisation, c'est la construction, le paradigme étatique moderne. De ce point de vue-là, on pourrait considérer que la mondialisation, voilà, c'est une sorte de dépassement dialectique, un peu à la manière de Hegel, du paradigme étatique. Bon. Peut-être dans les grandes lignes, la pensée de Hegel qui va affirmer qu'à un moment donné de l'histoire, il y a disons, une structure en place, et puis cette structure, du fait de l'évolution historique, elle va être en fait combattue, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, et elle va être dépassée, et elle va être assumée dans une structure plus ample, plus intégrante. Donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu la logique de la mondialisation par rapport au paradigme étatique antérieur. Alors, c'est pas complètement hegelien quand même, puisque quelque part la mondialisation, ce qu'elle s'efforcerait de dépasser, c'est le politique en effet comme tel, je vais y arriver, qui est conçu comme le lieu du mal en fait. Donc ça c'est clair dans ce que j'évoquais tout à l'heure, la déclaration des droits de l'homme de 48. Si on protège, je le disais, si on protège, si on donne un statut protecteur à la personne par rapport aux États, c'est qu'on considère bien sûr les États comme potentiellement violents et par conséquent la politique comme le lieu du mal. Alors chez Hegel, justement, Hegel avait déjà vu ça, mais pour lui c'était normal, parce que l'histoire est conflictuelle, l'histoire s'est faite du conflit, par conséquent, l'État chez Hegel il est en effet indépassable,
Mais les États, ils sont dans une sorte d'état de nature entre États, ils sont en conflit et c'est naturel, c'est normal et c'est quelque chose qui ne finira pas. Enfin bon, le fait de l'histoire chez Hegel, c'est pas très clair, mais en tout cas, ça n'a pas de raison de finir puisque le système étatique serait indépassable. Bon, la mondialisation, quelque part, est hegelienne dans sa logique de dépassement du paradigme étatique. Elle ne l'est plus en ce sens que voilà, elle nie la thèse hegelienne du caractère définitif de l'État, mais donc la logique elle, reste celle-ci. Et en fait derrière ça, il y aurait l'idée de dépassement du conflit. Bon, c'est le thème décliné par Fukuyama, je crois que c'est son nom, si je ne me trompe pas, lorsqu'il avait écrit dans les années 90 la fin de l'histoire. Bon, on est tout à fait dans une réflexion de type hegelien, voilà, où l'intégration dans une sorte de marché mondial procurera en effet la paix, la prospérité et la paix, et mettra fin au conflit, et par conséquent mettra fin à l'histoire, qui est conçue encore sur le mode hegelien. Bon, donc je crois très clairement, pour terminer sur ceci, la mondialisation, c'est directement, en effet, la remise en question du paradigme étatique contre lequel elle se définit. Bon, et ça part, en fait, quelque part de légitimité, ou en tout cas de justification, parce que de fait, le paradigme étatique a produit des violences quand même très grandes, et des désordres sans doute quand même très forts. Bon, les conflits mondiaux, c'est quand même pas rien, et on ne peut pas ne pas les mettre quand même en rapport avec la structure politique moderne. Même si bien sûr il y a d'autres facteurs idéologiques qui sont en partie en tout cas indépendants de cette logique-là, en partie peut-être pas complètement non plus, mais bon quand même un peu différent, mais il y a quand même aussi une logique de puissance qui est au cœur de la modernité politique et qui est quand même bien sûr une des causes de ces conflits mondiaux. Donc là c'est la part bien sûr de justification de la mondialisation. Son côté entre guillemets moral. On va dépasser justement ce qui serait d'ordre par essence conflictuel, destructeur. Mais en fait, la mondialisation, en dépassant justement ce paradigme étatique, elle en conserve, c'est là où c'est très hegelien, elle en conserve justement des traits. Et elle en conforte certains traits. Notamment le caractère purement positif du droit, notamment le primat donné à l'économique, donc qui est très largement accentué, qui était quand même au cœur déjà de la conception libérale de l'État, qui est quand même la conception dominante, à l'époque moderne, je veux dire, 18e, 19e siècle. Et là, c'est bien sûr conforté, accentué, radicalisé. Le caractère positiviste du droit et par conséquent la négation de tout droit naturel est bien entendu conforté et radicalisé. Donc on est vraiment sur une sorte de paradigme en effet hegelien où on dépasse un stade historique mais pour en conserver certains traits et les renforcer. Et de ce point de vue-là, la remise en question de l'État, en fait, va beaucoup plus loin que ça, c'est au-delà de la remise en question de la souveraineté, au-delà de la remise en question du paradigme étatique, c'est vraiment la remise en question du politique comme tel. Et c'est l'idée sans doute de vouloir dépasser le politique comme ordre, comment dire, oui, ordre d'organisation, comme système d'organisation de la vie commune. Bon, je terminerai sur ceci. En disant quoi? Eh bien, en disant que en voulant s'affranchir de l'ordre étatique, la mondialisation, en effet, s'affranchit, nie la pertinence du politique comme tel. Alors, du coup, ça amène bien sûr à s'interroger sur ce qu'on va entendre par politique. Et disons que le politique, tel que l'ont conçu ceux qui en sont à l'origine, en tout cas dans notre civilisation, c'est-à-dire les Grecs, c'est d'abord et avant tout, en tout cas dans la conception aristotélicienne, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui a une visée morale. Si l'homme est dit par Aristote animal politique, c'est que certes il est un être sensible, doué de motricité, bon, ça c'est la dimension d'animalité, voilà, bien sûr rien de péjoratif là-dedans,
c'est simplement le fait que nous sommes des êtres sensibles, à l'instar des animaux. Mais la différence avec les animaux, c'est bien entendu le caractère rationnel. Et ce caractère rationnel, il va avoir comme effet le caractère politique. Et le caractère politique, ça dit que cet animal rationnel qui est l'homme est fait pour vivre en communauté. Et il est fait pour vivre en communauté, pourquoi? Bien entendu parce que sur un plan des nécessités vitales, il a besoin des autres. Ça, ce serait le premier fondement qui serait d'ordre économique. C'est celui que Platon met à la base de la cité, dans la République. Mais pour Aristote, précisément, ce n'est pas le fondement du politique. Puisque la communauté qui a pour fonction d'assurer les besoins d'ordre vital, les besoins de type économique, c'est la famille. La famille, elle est là pour répondre aux besoins de la vie quotidienne. Au-delà, ça peut être une sorte de communauté intermédiaire sur laquelle Aristote ne s'arrête pas, donc il dit très peu de choses. Ça peut être le village. Le village, c'est une réunion de plusieurs familles. Donc il y aurait sans doute, bon, Aristote n'est vraiment pas très disert sur le village, mais on peut supposer que ça a aussi principalement une fonction plutôt économique. Bien, la cité, elle est la communauté qu'Aristote va appeler la communauté parfaite. Non pas qu'elle soit dénuée de travers de défauts concrètement, mais elle est parfaite au sens où elle correspond à une certaine perfection humaine. Et par conséquent, elle va largement au-delà de la seule satisfaction des besoins d'ordre, disons, biologique, voilà, vitaux, disons, et par conséquent de la fonction économique, mais elle a en effet une visée morale. Elle est là pour permettre à l'homme d'épanouir l'ensemble de ses facultés. Elle est là pour permettre le développement du savoir, pour permettre le développement des vertus. Enfin, la communauté politique, c'est par excellence le lieu de la discrimination du juste et de l'injuste. C'est par conséquent fondé en effet sur la justice. C'est le lieu où pourra se développer l'amitié. Parce que précisément, on va être dans un cadre qui va permettre de s'affranchir des seules nécessités liées donc, au corps, des seules nécessités vitales, pour développer une activité de loisir. Et l'activité de loisir, derrière ça, bien entendu, tout ce qui est activité non productive, et au-delà non strictement nécessaire, l'activité de gestion de la cité ne sont pas productives, mais elles sont nécessaires. Au-delà, l'activité de loisir, c'est ce qui va concerner ce que les anciens appelaient les arts libéraux, par excellence, donc tout ce qui tournerait autour de la connaissance, la science, ce que nous appellerions nous aussi les arts. Et au-delà, les communautés, ils ont choisi une communauté d'amitié qui vont permettre à l'homme de s'épanouir de la façon bien. Alors, si le politique, c'est ceci, s'y ajoute dans la définition de la cité par Aristote la notion d'autarcie, c'est-à-dire d'une certaine indépendance de la cité, au moins d'une certaine autonomie. Dans le texte d'Aristote, c'est, si on cite le texte exactement, s'il s'agit d'une autarcie pour ainsi dire complète, bien sûr on ne sera jamais complètement indépendant, il y aura toujours des relations avec d'autres cités, avec d'autres pays, mais il y a cette idée quand même d'une certaine autonomie dans le fonctionnement. Alors cette autarcie, on a aussi tendance le plus souvent à la comprendre sur un plan économique. Donc, quand on parle d'autarcie aujourd'hui, c'est l'autarcie d'abord économique. C'est l'indépendance, l'approvisionnement. Bon, autarcie chez Aristote, ça comprend ça, bien sûr, mais ça va au-delà. Autarkeia, étymologiquement, c'est le fait de comment dire, se diriger soi-même. Autos, voilà, l'idée de se diriger, se diriger soi-même. Par conséquent, il y a cette idée d'une autonomie de fonctionnement, bien sûr dans la prise de décision, mais qui a aussi une finalité morale. C'est-à-dire que l'autonomie relative d'un corps social, eh bien, ça va bien entendu le forcer à produire ce qui est nécessaire, à
s'efforcer de développer les différentes activités nécessaires, et ça va, par exemple, se traduire une certaine fierté aussi par rapport aux réalisations faites au sein de son peuple, par son peuple. Et ça peut se traduire voilà, par une forme d'excellence morale. Alors si cette autarcie fait partie de la définition du politique, si par conséquent elle entre en ligne de compte pour l'épanouissement de la vie bonne, parce que la vie morale c'est la vie bonne, ça va supposer bien entendu qu'il y a une unité à l'ordre politique, unité à la communauté politique. Alors j'en viens, je terminerai sur ceci, c'est précisément par ce biais qu'on peut bien sûr voir la contradiction avec la mondialisation. La mondialisation qui va défaire, déstructurer les sociétés en les intégrant dans un système plus général, dans un système où eh bien, tout va pouvoir, je dirais, à peu près se mélanger avec tout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi bien, sur un plan strictement économique, par rapport aux biens, importer des denrées d'autres bouts du monde au lieu de les produire sur place, et par conséquent, comment dire, perdre en fait une certaine maîtrise des productions nécessaires à la vie de la communauté. Par conséquent, on devient en effet dans une rapport de dépendance. Bon, le plan, bien sûr, des migrations de population potentiellement à un certain niveau, en tout cas, d'intensité, pour remettre en question, bien sûr, l'unité de filiation, bien sûr, du peuple. Au-delà de l'intégration dans un système, en effet, disons, assez coercitif, sur le plan des instances supra-étatiques, eh bien, rompt avec une certaine autonomie de gestion, une certaine autonomie de décision, rompt avec l'autarcie. Voilà, par conséquent, ça va rompre sur un certain nombre de points importants par rapport à un ordre politique. Au fond, l'ordre politique, il est là pour assurer la vie bonne. La vie bonne pour les hommes, ça va supposer quoi? Bien, ça va supposer un certain nombre de choses qui sont relativement très simples, plus ou moins, mais qui sont relativement élémentaires. Qu'est-ce qui va faire la vie heureuse des hommes? Bien entendu, bon, il y a des conditions de santé, des conditions bien sûr de relative prospérité économique, bien entendu. Une certaine, bien sûr, bon fonctionnement au sein de la société, donc une certaine règne de la justice et de la paix au sein du corps social. Ça va supposer eh bien, de pouvoir grandir et de pouvoir s'épanouir, des familles, de s'inscrire dans un ordre de filiation. Et ça, c'est pas uniquement bien sûr économique, c'est pas simplement utilitaire, mais c'est au fondement même de la personne. Je ne suis pas personne née, un individu abstrait, mais nous sommes bien entendu le fruit d'une certaine culture, d'une certaine filiation au sein des familles. Et ceci, bien entendu, suppose, comment dire, une unité au niveau de l'organisation sociale. Et cette unité, voilà, elle ne peut pas, sans dommage profond et grave, se fondre dans une sorte de continuum, voilà, de mélange de milieux un peu indéterminés qui formerait voilà, une sorte où les sociétés seraient une sorte de continuum presque parfait. Bon, ça contrevient à un certain ordre naturel. Bien entendu, je passe sur le fait que comment dire, parmi les caractéristiques propres à l'agriculture, il y a bien entendu une histoire, un héritage qui va se traduire par aussi des paysages. On est lié aussi à un territoire, on est lié enfin, absolument en tout cas aux des sociétés sédentaires. Bon, les sociétés nomades, c'est sur autre chose. Mais bon, au stade des sociétés nomades, qui est largement aujourd'hui révolu, les sociétés sédentaires, on est lié bien sûr à un territoire, on est lié à certaines réalisations dont on hérite, on est lié à certaines
à certains faits historiques, à certains événements, bien sûr, qui ont marqué, en bien et en mal, l'histoire. Bref, a en effet une certaine identité qui fait l'identité commune et qui à la fois contribue à faire l'identité de chacun. Bon, et si ceci bien sûr est perdu au sein d'une sorte d'uniformisation globale des mœurs, des mémoires, des filiations qui seraient largement perdues, bon, la déconstruction de la famille bien entendu, je ne vais pas du tout évoquer ça, c'est pas de soi lié à la mondialisation, mais il est clair qu'aujourd'hui les instances mondiales sont largement les vecteurs de la promotion de la destruction de la famille. Bon, tout ceci déstructure en effet les sociétés et par conséquent déstructure les individus et très clairement vont à l'encontre, vont à l'inverse de ce qui peut faire une vie authentiquement heureuse et bonne pour l'homme. Et si l'ordre politique, sur un plan strictement profane, dans un horizon strictement terrestre, et l'ordre qui doit garantir une vie bonne, qui est fondée par conséquent sur une dimension morale, qui suppose aussi autre chose dont je n'ai pas parlé, qui est la question fondamentale, la question de la liberté, non pas simplement la liberté politique, mais également la liberté sur le plan des individus. Bon, autre chose de très importante chez Aristote, c'est qu'on ne gouverne pas, bien sûr, on ne gouverne pas d'être libre comme on gouverne des choses. Donc, le pouvoir politique, il est un pouvoir qui s'adresse à des êtres libres. Des êtres libres, c'est-à-dire des êtres qui sont bien sûr en position d'obéissance, par hypothèse, puisqu'ils sont soumis au pouvoir, mais qui sont d'être capables, bien sûr, de juger les décisions prises, qui sont capables, parce qu'ils sont doués de raison, de faire la différence entre le juste et l'injuste. Bref, ça suppose que le pouvoir politique, pour être ce qu'il est, pour pouvoir agir, il va reposer sur un certain consensus, une certaine acceptation populaire. Bon, ce qui suppose aussi, autre aspect que remet sur la question de la mondialisation, en tout cas en partie, suppose des processus de désignation au pouvoir qui soient clairement identifiables, qui soient clairs tout court, je dirais. Bon, le pouvoir justement des instances supranationales, je reprends ce qui est de l'ordre presque d'un lieu commun, mais qui est vrai, est un pouvoir par définition anonyme, opaque. Les désignations, on ne sait pas comment ils se font. Voilà. On dit toujours que ce n'est pas démocratique. Bon, ça, on peut très bien accepter la chose. Mais plus généralement, ce n'est pas un effet politique, au sens où il n'y a pas une sorte de processus de désignation clair par rapport à ces pouvoirs. Et donc, ce pouvoir, sa légitimité, elle est complètement opaque, floue, elle n'est pas clairement identifiable. Puis à l'inverse, dans notre politique, suppose en effet un rapport au pouvoir qui est disons, un rapport sain, c'est-à-dire un pouvoir qui donne la légitimité et, on pourrait dire clairement, en effet, identifiable. Bon, c'est pas du tout un hasard si les anciens, les Grecs en particulier, ont beaucoup insisté sur la question de la tyrannie, sur la question des critères, en effet, de distinction du pouvoir légitime et du pouvoir illégitime, la question par conséquent de la justice, bon, et ainsi de suite. Là encore, je terminerai sur ça. La question de la justice, c'est quand même fondamentalement de rendre à chacun ce qui lui revient. Pour pouvoir rendre à chacun ce qui lui revient, il faut former une certaine unité, une certaine communauté, là aussi ça suppose qu'il y ait une unité, laquelle ne peut pas, sans risque là encore, et sans dommage profond, se fondre dans une sorte de milieu encore indéterminé, ce que n'est pas encore la mondialisation aujourd'hui, mais qui est, semble-t-il, ce vers quoi elle tend. De ce point de vue-là, si elle arrivait à ses fins, elle mettrait en effet fondamentalement en question l'ordre politique, et ce faisant, elle mettrait en question les fondements naturels de la vie heureuse des hommes, elle mettrait en question fondamentalement la liberté, et elle ferait passer des biens inférieurs, c'est-à-dire le bien économique, puisqu'elle est quand même fondamentalement centrée sur l'économie, elle mettrait l'économie en premier et par conséquent des biens inférieurs, elle les placerait en position de supériorité. Bref, elle nous ferait adorer Mammon, elle nous fait déjà très largement adorer Mammon et non pas Dieu. Je n'ai pas parlé en effet de la question religieuse, bon, c'est en soi bien sûr un sujet. Voilà, volontairement je l'ai mis de côté, mais il est évident que ça rentrerait aussi dans
même considéré du point de vue politique, parmi les critères qui vont définir une certaine identité commune d'un peuple, et par conséquent ce qui va contribuer à définir un peuple. Il va se définir aussi, bien sûr, par certaines conceptions communes. Et dans ces conceptions communes, il est évident que la religion a un rôle qui est absolument déterminant. Même s'il n'est pas exclusif, mais il est en tout cas déterminant. Là aussi, bon, la perte d'identité d'un peuple, ça passe par la perte du sens du religieux de façon générale et perte d'une identité religieuse. Bon, nous sommes bien dedans aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces questions-là en tout cas. Et très clairement, je crois que le défi, il est, à mon sens, de retrouver, non pas, je conclurai sur ça, non pas de revenir à une sorte de souveraineté pensée sur le monde classique, c'est-à-dire le monde classique, je veux dire, paradigme étatique moderne, 7e, 18e siècle, pour le situer historiquement, 19e siècle encore, mais de retrouver ce qui est un effort sans doute plus conséquent, plus difficile, de retrouver le véritable sens du politique, et de repenser l'ordre politique dans un contexte qui, bien entendu, est complètement différent de celui dans lequel ces conceptions sont nées, la Grèce antique. On a les principes, ils sont là, je pense qu'ils sont toujours valables. Encore faut-il, en effet, les appliquer analogiquement dans une situation nouvelle et essayer ainsi de refonder dans l'ordre politique ce qui serait le préalable pour redéfinir des relations internationales qui soient plus justes, parce que bien entendu, on ne s'abstraira pas des relations aux autres États, qu'une certaine intégration mondiale, sans doute qu'elle est devenue à un certain point irréversible. Bon, les techniques vont rapprocher les peuples et ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Les échanges économiques en eux-mêmes ne sont pas forcément mauvais. Encore faut-il les réguler, ne pas en faire l'alpha et l'oméga de la vie des hommes, et les remettre précisément à leur juste place. Et ainsi, on pourra peut-être redéfinir des relations internationales elles-mêmes plus justes et plus saines, et disons, retrouver un sens de la communauté politique et un sens d'une vie authentiquement commune, non pas le fameux vivre ensemble d'aujourd'hui, mais une vie authentiquement commune au sein de communautés effectives et réelles. Je vous remercie.